Jean-Pierre Améris, vous êtes réalisateur scénariste originaire de Lyon. Vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques qui s'appelle maintenant la FEMIS. Vous avez reçu de nombreux prix pour plein de raisons et depuis de longues années. Vous nous avez sorti en 2020 votre film Profession du père. Et maintenant, vous nous annoncez pour le 11 mai 2022 le film Les Folies fermières. Un film assez émouvant que j'ai pu voir du coup en avant-première pour les rencontres cinématographiques du Sud, où on suit David dans sa vie de fermier qui est en faillite et qui doit essayer de sauver les meubles, si on peut dire comme ça. Et du coup, après de multiples tentatives, finalement, il va décider de créer un cabaret dans sa grange. Donc c'est une histoire inspirée de faits réels, du coup de David Comet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En effet, j'ai eu un coup de foudre, un coup de cœur pour cette histoire vraie. Moi, je n'ai quasiment rien inventé dans ce film. Histoire vraie de David Comet qui, en 2015, pour échapper à la faillite de sa ferme, a eu l'idée d'y monter un cabaret, Les Folies Fermières. Lui, il est au nord de Toulouse. Je découvre cette histoire début 2018 à la télévision dans un reportage et j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. J'ai su qu'elle méritait d'être racontée au plus grand nombre. Ce qui me plaisait là-dedans, c'est qu'il y avait la part de désespoir. David Comet était en faillite, il a pensé au suicide, comme quand même 250 paysans par an se suicident. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'une idée le traverse? Je vais monter un cabaret. Donc j'ai senti qu'il y avait là comme sujet un éloge du collectif, d'abord, il avait besoin des autres artistes, on ne fait rien tout seul, et un éloge de la fantaisie contre le désespoir. Un message très positif. Est-ce que vous avez rencontré ce fameux David? Après avoir vu le reportage, 2 semaines après, j'étais chez David Comet, chez lui, à Garrigues, au nord de Toulouse, pour le rencontrer, lui dire que j'avais aimé son histoire, que j'aimerais en faire un film. C'est pas rien pour quelqu'un, un paysan qui voit un réalisateur arriver, il connaît pas le cinéma, donc ils peuvent se méfier aussi un peu. Mais on a passé du temps ensemble, il m'a montré beaucoup de choses, j'ai vu son spectacle, j'ai rencontré ses parents, par exemple, c'était très important, qui, comme on le voit dans le film avec le personnage de Guy Marchand, le grand-père, était contre le projet, quoi. Ce que j'ai trouvé admirable chez David Comet aussi, c'est qu'il avait tout le monde contre lui, quoi. Sa famille qui lui disait, mais on est des paysans, là, c'est la honte, les artistes, avec les a priori terribles qu'ont les milieux les uns sur les autres. Les artistes, c'est drogue, prostitution et compagnie, et il a surmonté toutes ces réticences, y compris celles de sa famille, de son village, et c'est ce que je voulais montrer, quoi. Quand même, donner l'exemple que quand on a un projet, il ne faut jamais lâcher, quoi. Et c'est pareil pour un film. Tout le monde va vous dire, mais qu'est-ce que tu vas faire ça, ça marchera jamais, personne n'y croit. Si vous, il faut avoir cette foi-là, quoi. Et c'est là où j'ai dû trouver des points communs entre moi et ce paysan. Donc c'est aussi une preuve qu'il faut avoir de la volonté pour réussir, que ce soit dans n'importe quel projet. D'ailleurs, on apprend sur le site Les Folies Fermières qu'ils ont sorti un livre en 2019, donc Laetitia et David. Et on apprend aussi qu'ils ont eu plusieurs demandes pour faire des adaptations cinématographiques. Il me semble 8. Et qu'est-ce que vous pensez qui a fait la différence? Pourquoi vous? Ça me donne un petit frisson quand même quand je pense qu'il y a eu plein de gens qui sont venus lui proposer de faire un film. C'est pas complètement étonnant, je suis pas tout seul à penser qu'il y avait un beau sujet de cinéma, mais moi j'étais là le premier, si j'ose dire. Donc, et je n'ai pas utilisé le livre qu'il a sorti ensuite. Pour le scénario, on n'a rien utilisé du livre. On voit d'ailleurs au générique, c'est pas adapté d'un livre. On est quand même voilà, très fidèle à son histoire, mais avec une part de fiction. Par exemple, pour ce qui concerne le couple entre Alban Ivanov et Bérangère Krief, c'est pas son histoire, c'est pas tout à fait son grand-père, donc il y a un décalage de fiction. Après, je vois sur Internet souvent que David Comet a choisi Jean-Pierre Améris. C'est quand même pas tout à fait ça, quand même. C'est voilà, quoi, on était là les premiers, ça lui a plu. Et on est parti de confiance. Il dit souvent avec Jean-Pierre, voilà, on s'est topé dans la main et il y a eu une confiance. Même si à un moment donné, par exemple, il a douté parce que c'est si long de faire un film. On commence à travailler sur le scénario en 2018, on tourne le film en 2021, il sort en 2022. Quoi. Pour moi, un film, c'est toujours allez, minimum 3 ans de ma vie, mais plutôt 4, voire plus parfois. Et lui, à un moment donné, il ne comprenait pas. Mais pourquoi c'est si long le cinéma? Et finalement, on a appris l'un de l'autre. Moi, j'ai appris beaucoup de son travail d'agriculteur. Et lui, il a appris ce que c'est aussi le cinéma, quoi. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, tous les métiers ont quelque chose à voir en commun. Monter un restaurant, enfin, tout est difficile. Mais
pour le grand public, souvent le cinéma, c'est très abstrait, quoi. Donc il a vu ce que c'était, qu'il fallait du temps pour faire le scénario, en général 2 ans en l'occurrence, là, plusieurs versions, et ensuite le temps de trouver le financement, c'est très long, hein, de préparer le film, c'est comme tout, quoi, ça prend du temps. Eh bien, vous avez un peu anticipé ma question à propos de la frontière entre la fiction et la réalité. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu plus d'éléments qui sont fictifs, qui sont arrivés vraiment pour le film? Le premier élément fictif, hein, qui relève du cinéma peut-être, hein, de la dramaturgie, c'est l'incendie, hein. Son grand-père n'a pas mis le feu à son cabaret, donc ça c'est une extrapolation dramatique. Il y a aussi, comme je le disais, quoi, hein, l'histoire du couple, hein. Je trouvais ça intéressant, hein, que ce paysan soit en bisbille un peu avec sa fiancée, hein, et qui ait ces histoires qui se tressent. Quand Bonnie arrive, hein, cette superbe jeune femme, on se dit, bon, bah, ça va être, voilà, va y avoir une histoire entre lui et Bonnie, quoi, la danseuse, hein, comme ça, qui connaît rien à la campagne, un peu vulgaire, et je trouvais intéressant justement de déjouer les attentes, hein, de montrer qu'entre ces deux-là, c'est une histoire de respect, qu'ils s'apportent l'un et l'autre de la confiance. Il lui donne confiance à elle, il lui dit, vous pouvez être chorégraphe, vous pouvez mettre en scène le spectacle, ce dont elle doute. Donc il va vraiment lui donner de la confiance, et elle aussi, quoi, hein, va vraiment l'aider. Je trouvais ça joli, quoi, hein, que ces rapports entre ces garçons et ces filles soient pleins de respect. L'histoire de la mère aussi avec l'ouvrier agricole, c'est pure fiction. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses de fiction, hormis le fait que, voilà, quoi, au début, le juge qui dit, voilà, je vais mettre votre affaire en liquidation, et la façon dont il a monté le cabaret, ça c'est vrai. Et puis ce qui est vrai, c'est que ça marche maintenant, les Folies Fermières, c'est un vrai succès. C'est vraiment un peu à l'américaine, hein, c'est une success story. En ce qui concerne le choix des acteurs, nous avons Alban Inhofe, Sabrina Ouazani et Michel Bernier en acteurs assez principaux quand même. Est-ce que c'est un choix ou c'est passé par des castings? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Celle pour qui j'ai écrit, c'est Sabrina Ouazani, hein. J'avais déjà tourné ce téléfilm Illettré avec elle, une actrice que je trouve vraiment remarquable, hein, avec laquelle je m'entends vraiment bien. Et en plus, je savais qu'elle était danseuse, quoi, hein. Donc pour ce rôle de danseuse, j'avais pas envie de prendre une doublure, de faire des plans des jambes avec une actrice qui ne sache pas danser. C'est quand même des années de travail, et elle est danseuse depuis sa petite adolescence. Elle a fait du cirque, hein. Je l'avais vu faire le numéro de tissu qu'elle fait au début du film dans le gala de l'Union des artistes, hein. Donc c'est vraiment génial de filmer, voilà, une actrice, hein, qui est véritablement danseuse. Ensuite, que je trouve drôle, que je trouve un peu comme j'aime les personnages féminins, un peu comme Virginie Efira dans Une famille à louer, des personnages qui sont un peu grande gueule, durs aussi, mais finalement très, très fragiles. Donc c'est des personnages qui me touchent beaucoup. Alban Ivanov, c'est venu aussi à l'écriture, pour l'avoir vu et beaucoup aimé dans les films de Olivier Nakache et Toledano, Le sens de la fête, et les films de Grand Corps Malade aussi, La vie scolaire. J'ai vu ce garçon qui avait vraiment beaucoup d'émotions, comme souvent les comiques, hein. Je trouvais qu'il avait un petit côté à la fois Bourvil, Jacques Villeray, et j'étais sûr qu'il pouvait être très touchant dans ce rôle. Michel Bernier aussi, c'est venu, hein, c'est une actrice très populaire, et malheureusement, c'est la faute au snobisme du cinéma. C'est une actrice qu'on n'a pas vue au cinéma depuis 20 ans, qui n'a jamais eu une proposition de cinéma, parce qu'on dit c'est une actrice de télé, elle fait de la série, alors qu'elle est remarquable. Donc le sujet du film se retrouvait dans le casting, des gens venus d'horizons différents, Alban Ivanov et Bérangère Krief, des humoristes, hein. Sabrina Ouazani d'un cinéma plus d'auteur, Michel Bernier la télévision, Alain Rimou qui joue Gabor le mentaliste, un grand acteur de théâtre, Ariane Arrivoire la petite magicienne, quoi, une jeune fille sourde avec laquelle j'avais déjà fait Maman est folle. Donc ça permettait vraiment de créer comme ça, et c'est le sujet, de montrer que des gens d'origines différentes, de corps différents, peuvent vivre ensemble et faire quelque chose ensemble. C'est vraiment le sujet du film pour moi, hein. C'est quand même une foi dans le collectif. Est-ce que vous pensez que ce film peut aider à soulever certains problèmes vis-à-vis des agriculteurs, comme le fait qu'ils soient sous-payés, pas forcément assez valorisés? C'était très important pour moi que le film, une comédie, hein, une comédie, comme on dit maintenant, j'aime pas trop l'expression, mais feel good movie, quoi. Je voulais vraiment que les gens ressortent avec la pêche, hein, de ce film, mais ne fasse pas l'économie des difficultés des paysans, hein. Le thème, notamment avec son copain, là, Fred,
que joue Ludovic Bertillot, le thème du suicide est tout de même présent hein, dans le scénario. Hein. C'est quand même 250 paysans qui se suicident par an. Enfin, c'est monstrueux à cause du surendettement, à cause de la solitude, à cause de la fatigue, le fait qu'ils ne gagnent rien quand même, hein, alors qu'ils travaillent du matin au soir, 7 jours sur 7. Donc il fallait que ce soit présent et je suis content parce qu'on a fait une projection dans le cadre du Salon de l'agriculture et on a pu constater que les agriculteurs s'identifient beaucoup au film et voient qu'il est authentique. Quoi. J'y tenais beaucoup, on a tourné dans une ferme du Cantal, on a beaucoup appris des fermiers chez qui on a tourné, Alban Ivanov s'y est beaucoup impliqué. Et c'était important que les paysans puissent s'y retrouver. Et puis ça va faire débat, quoi. David Comet va en faire beaucoup aussi dans la tournée des débats. Le débat, c'est aujourd'hui comment se diversifier, quoi. C'est la grande question pour les agriculteurs. Il faut trouver quoi, des manières autres. Pour beaucoup, c'est des chambres d'hôtes, c'est l'auberge à la ferme. Là, lui, c'est le spectacle. Ça peut être des visites de la ferme, des cours pour les enfants. Enfin, hein. Il faut trouver des idées. Et ces jeunes paysans ont la difficulté qu'il a, le personnage dans le film, c'est d'avoir les générations précédentes qui ne veulent pas trop bouger quoi, les lignes. Hein. Elles sont très traditionnelles, comme on l'avait vu dans le film Au nom de la terre, où là, ils doivent surmonter comme ça tous les a priori des anciennes générations. Vous nous avez dit précédemment qu'il y a une part de la famille de David Comet qui n'était pas forcément en accord avec cette idée de film. Comment vous avez su les convaincre ? La famille de David Comet, c'est plus avec le spectacle qu'elle n'était pas en accord. C'est avec le fait de faire du cabaret. Ils avaient honte. Vraiment, ses parents, justement, son grand-père aussi, lui disaient « Mais David, on est des paysans, qu'est-ce que tu vas amener chez nous des danseuses, des gens de cabaret, avec tous ces a priori terribles hein, qu'on peut avoir ?» Ce qui est terrible dans la société, c'est que tout le monde a des a priori sur le groupe d'en face. Quoi, hein. Les paysans ont des a priori sur les artistes, donc pour eux c'est prostitution et drogue, et les artistes ont des a priori sur les paysans, c'est des gros lourds et tout ça. Hein. Donc le film montre ça, quoi, hein, que des gens d'origine différente peuvent faire quelque chose ensemble, et vivre ensemble. Hein. Pas toujours bien s'entendre, mais quand même faire quelque chose. Et moi c'est mon message, hein, qu'on a tout intérêt à surmonter les a priori. Donc les parents n'étaient pas contre le film. Hein. Là, ils avaient déjà bien évolué. Et puis j'ai senti chez ses parents, quand je les ai rencontrés en 2008, qu'il y avait le comique de situation. C'est-à-dire, ils me disaient, bon, nous, on est content que David se soit sorti d'affaires financièrement, mais nous, le cabaret, on n'y va pas. Quoi, hein. Nous, les filles avec des plumes partout, c'est pas notre monde, on n'y va pas. Quoi. Mais il s'en est sorti, c'est bien. Donc j'ai senti que c'était comique et touchant. Donc c'est une leçon qu'on peut appliquer même dans la vie de tous les jours et dans toutes nos situations. Parmi mes dernières questions, je vais vous demander lequel des tournages que vous avez réalisés vous avez préféré et pourquoi. Oh, j'aurais envie de dire quand même que j'ai aimé chacun de mes tournages. Hein. Mes films, bon, c'est bête à dire, mais c'est un peu mes enfants. Hein. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai tout donné au cinéma, c'est la passion de ma vie, donc je me suis consacré au cinéma. Après, il y a eu des tournages plus durs que d'autres, hein, mais tout de même, à chaque fois, c'est une telle aventure. Et puis, moi, c'est ce que je préfère, hein, la préparation et le tournage, parce qu'on est très à l'abri du monde, hein, quand même. On est justement un peu comme dans l'histoire du film, hein, cette troupe avec son spectacle. Hein, nous, on est là, toute une équipe de techniciens qui ont tous du talent à apporter au film. Hein, et tout d'un coup, on est vraiment protégé du monde, un peu protégé de la dureté de la vie. C'est un abri aussi, hein, quand même, hein, le cinéma, ça peut l'être. Et c'est vraiment le moment que je préfère. Et puis de plus en plus, je me rends compte que la vraie joie, elle est dans le faire, quoi, la fabrication. C'est construire le film comme un menuisier va faire une table, hein, un ébéniste va faire une table, que le film tienne sur ses quatre pieds. C'est vraiment le bonheur, il est dans la fabrication. C'est pour ça que je suis toujours angoissé quand je finis un film, parce que je me dis, est-ce que j'en referai un? Et je serais bien embêté, bien malheureux si j'arrivais plus à faire de film. Si vous deviez donner des conseils à un jeune qui souhaiterait devenir réalisateur, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je dirais à un garçon ou une fille qui veut devenir réalisateur ou réalisatrice, le plus tôt écrire déjà. Et le cinéma, en faire, quoi, parce que c'est quand même très concret, quoi, le cinéma. Hein. C'est là où je dis souvent, il y a une part d'artisanat. Ne pas rêver, comme j'entends dire des fois des jeunes gens qui viennent me voir et qui disent, mais comment on fait pour rentrer dans le monde du cinéma? Et ça, j'y crois pas du tout. Moi, par exemple, je ne connais pas le monde du cinéma, quoi. Hein. Je connais pas ce monde des Césars ou du Festival de Cannes, enfin ou quoi. Voilà, quoi. C'est pas le château de Kafka où tout d'un coup on entrerait, on serait dans le monde du cinéma. Non, il faut créer là où on est.
je sais pas, à Avignon, moi c'était Lyon, là où on est, créer son cinéma à soi, quoi. Et en plus, aujourd'hui, il y a vraiment des moyens plus faciles. Et donc, très tôt, tourner, quoi. Documentaire sur quelqu'un que vous aimez, je sais pas, un grand-père ou un métier, mais tourner, quoi. Parce que c'est vraiment une pratique, hein, le cinéma. C'est comme le vélo, quoi. Il faut vraiment pratiquer, filmer et écrire, quoi, hein. Mais si on veut être réalisateur ou réalisatrice, il faut jamais lâcher, jamais transiger et réaliser, quoi, le plus beau. C'est un beau mot quand même, c'est un beau verbe, réaliser, c'est rendre réel. Donc c'est pas avoir peur quand même de concrétiser son rêve. Et pour finir, est-ce que vous avez de futurs projets prévus? Bah, comme je suis quelqu'un de très angoissé, moi j'ai toujours besoin d'avoir un film derrière, quoi, hein, parce que voilà, et voire même deux ou trois, parce que vous savez, on écrit parfois des scénarios, hein, pendant 1 an, 2 ans, et puis la production ne trouve pas le financement du film, hein. On appelle ça les films fantômes, hein. Moi j'ai écrit des scénarios qui ne sont pas devenus des films, mais bon, je crois que tous les cinéastes en ont comme ça, des films fantômes, mais il faut surtout pas se retrouver dans la situation qu'un film sorte, qu'il ait du succès ou que ce soit un bide, de rien avoir derrière. Parce que là, c'est comme remonter et se retrouver en bas de l'Himalaya et devoir le remonter, quoi. Donc il faut, c'était la grande leçon de François Truffaut, de Claude Chabrol, toujours essayer quand même d'écrire 2 ou 3 scénarios un peu en même temps, comme ça, hein, des stades différents, pour pas se retrouver après la sortie d'un film le bec dans l'eau. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Merci de m'avoir écouté. Et merci pour tout. Et c'est un très beau film. C'est gentil, ça fait plaisir. Merci. Merci.